Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui deux invités, c'est pas tous les jours. Le premier s'appelle Martial Akakpo, il est avocat, maître Martial Akakpo. Il est à la tête du cabinet d'avocats Martial Akakpo et associés, spécialiste du contentieux international des affaires, titulaire d'un executive master en finance d'entreprise et marché de capitaux. Il est également diplômé universitaire en contentieux international des affaires, membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Il enseigne le contentieux maritime à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Maître Akakpo, bonjour. Bonjour, monsieur De tous ces titres, lequel vous convient le mieux? Lequel vous préférez utiliser? Oh, maître, ça me va, merci. Très bien. Et il est accompagné du docteur Ngwanza. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également sur le plateau de New World. Merci. Nous allons commencer avec cet événement que vous organisez à Lomé. Il est intitulé The Power of Law et ce sera la première édition de cette rencontre. Pourquoi The Power of Law? Parce que j'ai cru comprendre que Power of Law, c'est pour faire allusion à Lomé Arbitration Week. Tout à fait, tout à fait. Lomé Arbitration Week, donc ça fait l'or. Oui. Mais pourquoi une telle puissance? Oui. Puissant parce que c'est d'abord la première édition de cet événement qui se veut annuel, une semaine d'arbitrage annuel au Togo, mais pas n'importe quel arbitrage. On parle d'arbitrage spécialisé, donc maritime et financier, qui sont, on peut le voir très facilement, les vecteurs de la ville de Lomé. Lomé, de plus en plus, devient la capitale sous-régionale financière, des activités financières, de l'industrie financière. Je n'en veux pour preuve que les événements organisés annuellement par Jeune Afrique, AFIS, donc Lomé, place financière, siège de toutes les institutions financières régionales. Et puis, on connaît maintenant les capacités portuaires de la ville de Lomé et qui se place également, le port autonome de Lomé qui se place comme l'un des plus grands ports d'Afrique dans les classements aujourd'hui. Et donc, c'est tous ces atouts-là que nous voulons mettre dans un événement, dans un creuset, pour faire rencontrer tous les opérateurs de ces secteurs maritimes et financiers dans la capitale de Lomé. J'ai oublié de préciser que la première édition de ce Power in Law, of Law se tient du 5 au 8 février 2025, ici même à Lomé. Pourquoi Lomé, Maître Ngwanza? Alors, Lomé, tout simplement, comme vient de le dire Maître Akakpo, c'est d'abord parce que Lomé est un carrefour stratégique pour le contentieux international dans la mesure où la présence de nombreuses institutions financières à Lomé, sous-régionales, BEAD, BIDC et autres, fait en sorte que comme ces institutions sont des bailleurs de fonds dans de nombreuses transactions, le contentieux, s'il est important, est lié à la ville de Lomé, quelque part. Deuxièmement, comme il vient de l'expliquer, le développement des activités portuaires à Lomé positionne ce port de manière stratégique. Vous savez qu'à la faveur de diverses contingences des relations internationales, ces dernières années, le Niger, par exemple, a vu la croissance de ses importations sur le port de Lomé, pour ne citer que ce pays. Alors, à partir de là, ça veut dire que, outre ces atouts intrinsèques, le port de Lomé se situe géostratégiquement comme un port de plus en plus important. Et partout où vous avez de l'activité d'affaires, vous avez naturellement du contentieux. C'est un peu comme lorsqu'il y a de la vie, il y a de la maladie, donc il y a des médecins. Et les arbitrages sont donc le traitement de ces maladies, entre guillemets, du commerce international et intérieur. Donc du coup, Lomé aujourd'hui est une ville carrefour dont on pourrait faire l'économie si on veut étudier clairement les secteurs d'activité où les choses se passent de manière importante, sachant que le commerce maritime, pour les affaires, c'est le plus important. Maître Akakpo, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le contentieux maritime et financier devient un secteur important auquel il faut attacher de l'importance et organiser, au point d'organiser un événement irrelatif? En réalité, les litiges liés à l'activité maritime ont toujours été réglés par voie d'arbitrage, depuis très longtemps. Et y compris à Lomé? Non, justement, c'est pourquoi il faut organiser Lomé, il faut placer Lomé au cœur de ce dispositif. Quand on regarde bien,
à travers le monde entier, les litiges maritimes sont réglés essentiellement par voie d'arbitrage, mais où? À Hong Kong, Paris, Amsterdam, Londres. New York Et Londres. et Londres. Essentiellement, le plus grand centre d'arbitrage maritime, c'est à Londres. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Que au moment, Mais comment est-ce que vous pourrez prendre une partie des activités de ces places-là, qui sont des places fortes en réalité aujourd'hui? c'est là toute la problématique. Comment est-ce que nous pouvons convaincre aujourd'hui les opérateurs maritimes et financiers et aussi à choisir Lomé comme siège de l'arbitrage, c'est-à-dire à inclure dans leur clause compromissoire, dans leur convention d'arbitrage, Lomé comme lieu de règlement du litige. Ça, c'est au moment de la signature des contrats. Ça, c'est au moment de la signature des contrats. Alors, c'est pas simple. Oui. Il faut convaincre ces opérateurs maritimes pour leur dire que le Togo a l'arsenal juridique qu'il faut pour convaincre ces opérateurs à choisir Lomé. Ça veut dire qu'il faut un cadre législatif, judiciaire approprié, parce que si vous voulez, le plus grand partenaire de l'arbitrage, c'est l'État, c'est les institutions judiciaires. Plus l'État, la justice est le contrôle, le garant même de la prospérité de l'arbitrage. Et donc, il faudrait que le partenaire étatique que nous avons en face puisse nous suivre, puisse nous accompagner. Pardon d'étaler mon inculture par rapport à ce sujet, mais qui arbitre? Est-ce que le tribunal du commerce, par exemple, est suffisamment compétent à Lomé pour le faire, ou bien il faut un tribunal ad hoc ou quelque chose d'autre pour arbitrer, pour gérer ces questions d'arbitrage et de litige? L'arbitrage a ceci de particulier que ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent leurs arbitres. Ce sont les parties qui composent le tribunal arbitral. Ce n'est pas l'État. L'État viendra comme contrôle de bon fonctionnement du système arbitral. Sinon, au départ, c'est aux parties elles-mêmes qu'il appartiennent de choisir leurs propres arbitres. C'est-à-dire que vous choisissez votre juge, les personnes qui vont vous juger. Mais une fois que vous les choisissez, il ne faut pas croire qu'ils sont vos arbitres. Ce n'est pas votre ami. Il est votre juge, il devient votre juge. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, docteur? Je voulais rebondir sur pourquoi Lomé. Oui. En réalité, il faut d'abord partir d'un élément sur la place africaine dans le commerce international. Et je vais vous prendre un exemple avec le cas du centre d'arbitrage de la Banque mondiale, le CIRDI. Le contentieux africain, il représente 22%. Comment il s'appelle, le centre de la Banque mondiale? Le CIRDI, Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements. D'accord. C'est ça en abrégé CIRDI. On y représente les Afriques entières, 22%. Mais 1% des arbitres sont africains. Ça veut dire que les Africains n'ont pas encore vraiment pris leur place complètement dans cette justice qui a pourtant des incidences fortes sur l'avenir de leurs États. Or, en mettant le centre d'arbitrage de Lomé, c'est d'abord un signal fort. C'est un signal à 3 niveaux. Un signal subjectif sur les acteurs de l'arbitrage. Un signal objectif en disant, mais puisque les transactions se font ici, lorsque vous avez un contentieux sur un contrat, les règles du pays où le contrat s'exécute ont toujours une influence sur le règlement de différents s'y rapportant. Or, qui veut mieux maîtriser ces règles que ceux qui en sont originaires et qui le pratiquent? Ça, c'est l'élément objectif. Le troisième point, il est d'ordre économique. Il faut bien vous dire que plus vous réglez les arbitrages à l'étranger, plus dans ces pays-là, vous créez de l'activité économique. Parce que l'arbitrage, ce n'est pas du bénévolat. C'est une justice qui génère toute une économie. Pour mémoire, en 2009-2010, lorsque le centre d'arbitrage, la Cour internationale de Paris, on a envisagé de le déménager à Genève, il y a une association qui est née en France qui s'appelle Paris Place d'Arbitrage, qui a fait un rapport qui a été présenté au Premier ministre selon lequel 60% des cabinets basés à Paris tiraient leur activité du fait que la Cour internationale d'arbitrage, la CCI, était basée à Paris. Donc, installer le SIAM à Lomé, c'est également créer une industrie autour de la ville de Lomé. Voilà pourquoi Martial Akakpo disait à bon escient
qu'il est nécessaire d'avoir l'accompagnement du pouvoir public. C'est une politique qui n'est pas simplement juridique, comme je le disais. C'est également une politique de visa, c'est également une politique de fiscalité, c'est également une politique d'infrastructure hôtelière, de toute la logistique qui tourne à l'arbitrage. Parce que vous allez avoir la location des salles, des interprètes, des hôtels, et tout ce chiffre d'affaires-là, il va où? Quand les contentieux sont hors de Lomé, là où on ne gagnera absolument rien. Et puis il y a un autre élément qui est important, c'est celui de la confiance. Si à Lomé, les opérateurs ne font pas confiance à la justice du pays, et cela peut arriver, ils peuvent choisir que ça se passe ailleurs. Quel élément on met sur la table pour convaincre les armateurs, les commerçants et toutes les parties prenantes qu'il est plus important de travailler avec Lomé que d'aller à Londres ou ailleurs? Comme disait Achille tout à l'heure, la compétence. Il faut que nous puissions prouver que nos arbitres sont compétents, impartiaux, et que les arbitres qui viennent de l'extérieur aussi peuvent venir travailler. Parce que quand vous choisissez, vous avez la possibilité de choisir votre arbitre. Vous le choisissez où vous voulez. D'accord. Mais il vient juger votre affaire, votre litige qui est né ici au Togo, ou en tout cas parce que vous aurez choisi le siège comme le Togo comme le siège d'arbitrage. Ça, c'est... En réalité, il faut créer un cercle vertueux de confiance. Et ce cercle vertueux de confiance, justement, des événements comme celui qui commence demain, servent d'abord à donner, à l'image de ce que Marcel expliquait, la visibilité aux compétences qui vont y travailler. Et au-delà de cette visibilité, encore une fois, il faut dire une chose qui est toute claire. On ne choisit qu'un centre d'arbitrage auquel on a confiance. Pour autant, on peut très bien avoir une procédure d'arbitrage dans le siège à Paris, mais conduite également par le SIAM. Il ne faudra pas simplement, mais le fait que le SIAM, lui, soit au Togo, de toutes les façons, une partie de l'économie générée par une procédure d'arbitrage tombera dans les caisses du SIAM, dont dans le trésor public togolais. Oui. Ce qui veut dire que l'État togolais lui-même a un enjeu majeur. C'est-à-dire que faire de Lomé une place d'arbitrage participe d'une politique publique de développement économique de Lomé et par ricochet du Togo. Ce n'est pas une simple question d'arbitrage, il faut avoir un regard qui va au simple... qui franchit la sphère juridique. C'est une question de rayonnement, même. Voilà, c'est une question globale qui, outre le rayonnement, le soft power, mais également une question économique. Qu'est-ce que l'État peut en tirer en termes de recettes fiscales? Et pour cela, l'État doit accompagner, comme je disais tout à l'heure, en créant un cadre approprié. Pourquoi l'État français s'est levé pour s'opposer à ce que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI quitte Paris? L'État français a cru devoir le faire et ça a généré une amélioration de la loi d'arbitrage française. C'est ça. C'est la raison de l'adoption du décret de 2011. Décret du 13 janvier 2011. Ouais. Donc, l'État doit accompagner pour que ça se passe. La place d'arbitrage ne se développe pas tout seul par l'initiative des privés que nous sommes. Notre partenaire privilégié, naturel, c'est l'État. J'ai compris qu'il y aura une intervention du garde des Sceaux, qui est également le ministre de la Justice, en cérémonie d'ouverture. Mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État togolais pour permettre la création de cette cour d'arbitrage, comment je peux dire, c'est pas rapatriation, mais c'est tout comme. Alors, nous avons déjà obtenu le parrainage du chef de l'État, on l'a remercie. Pour l'événement, c'est une très bonne chose, ça nous donne une latitude, une visibilité, hein. Ça, c'est très bien. Le garde des Sceaux sera là pour prononcer une allocution. Nous avons invité d'autres autorités aussi. La BOAD, qui est d'ailleurs la Banque Ouest Africaine de Développement, sera présente et a très bien compris l'enjeu de l'arbitrage financier domestiqué dans notre pays. Ouais. Donc, tout cela est très important pour nous. Mais pour l'État, du côté de l'État, le fait d'aider à améliorer la formation des magistrats dans le domaine de l'arbitrage est quelque chose de très important. Est-ce que c'est acquis déjà? C'est en voie. C'est en voie. Les juridictions togolaises connaissent souvent
des recours en annulation qui sont présents, des sentences arbitrales qui sont présentées devant elle, et nous obtenons de très bonnes décisions dans la mesure où la possibilité est donnée d'aller jusqu'à la CCJA, à la Cour commune d'arbitrage d'Abidjan, à la CCJA. Ouais. Donc, c'est un travail qui n'est pas achevé, qui n'est pas abouti, mais il est nécessaire d'avoir cet accompagnement de l'État. Et dans combien de temps pensez-vous qu'on aura parachevé le travail pour être certain que désormais Lomé est non seulement prêt, mais suffisamment agile pour remplir la mission que vous voulez lui confier, que vous voulez aujourd'hui le voir jouer? Alors, je ne vous répondrai pas par une périodicité ferme, c'est-à-dire vous dire 1-2 ans, mais je vous dirai que, vous savez, c'est comme en matière économique, la maturité d'un produit n'est pas une simple question d'année. C'est aussi une question de sa qualité, comment on le travaille. Martial a évoqué la question de la formation des juges, mais ça va au-delà. Il y a également la question même de la formation tout court en droit maritime. Si l'université de Lomé aujourd'hui se positionne comme université de référence en matière maritime et financière, ça crée également un lien puisqu'ils auront comme principal partenaire dans le cadre de cette formation pour le contentieux si rapportant le SIAM. À quelle échéance de temps? Si vous voulez, en fait, vous êtes en train de poser une question, quel est le business marketing du SIAM? Non, mais en même temps, pour oui. l'État, Oui. je vous dirais que dans les 3-5 ans, si l'État s'engage manifestement à ce que toutes les juridictions de la côte, parce qu'il n'y a pas que celle de Lomé et d'Anéor, mais qui est évidemment une ville pas très loin, ont aujourd'hui des magistrats qui ont une double expertise, aussi bien dans le contentieux maritime financier et qu'en arbitrage, c'est au moins la garantie que, dorénavant, toutes les questions se rapportant à l'arbitrage, que ce soit en matière ad hoc ou institutionnelle, seront bien réglées. Mais surtout, ça permettra de mettre en lumière ces magistrats et ces réformes. Vous avez vu, par exemple, qu'en matière commerciale, le tribunal de commerce de Lomé est un site où on peut déposer tous ces mémoires et voir des décisions qui permettent aujourd'hui à un opérateur économique qui veut voir un peu comment on décide telle question d'aller directement sur ce site. Si ce type d'efforts sont faits, ça permettra de faire le service après-vente, c'est-à-dire mettre en lumière toutes les réformes qui permettent de garantir que vraiment le contentieux maritime financier sont des questions maîtrisées dans l'environnement juridique togolais. Je vous promets que... Et à ce moment-là, les opérateurs n'hésiteront pas à inclure dans leur contrat des clauses prévoyant le règlement des litiges domestiqués au Togo. Très bien. Rentrons dans le vif du sujet avec les keynotes qui vont être abordés, les participants qui seront là, les spécialistes que vous accueillerez. Qui est-ce qu'on attend aujourd'hui et quels sont les sujets que vous allez aborder pendant ces 3 jours de travaux? Alors, nous attendons des praticiens, nous attendons des opérateurs maritimes financiers, nous attendons des étudiants, des enseignants, nous sommes ouverts au monde de la recherche aussi. Et tout ce monde-là a décidé d'être présent au Togo, à Lomé, pour parler de ces questions. De ces questions spécialisées. Vous voyez, c'est des spécialistes qui viennent. J'ai vu par exemple que parmi les panels que vous organisez, il y en a un qui est intitulé « L'arbitrage maritime dans le golfe de Guinée, regard croisé de praticiens ». Tout à fait. On voit très bien que dans le golfe de Guinée, il y a plusieurs ports et donc plusieurs activités portuaires qui s'y déroulent. La CNUSED a publié en 2022 que l'activité maritime, transport maritime, s'est accrue de 2% en 2022. Et la CNUSED dit que en 2023 et 2025, cette croissance va être multipliée par 2. Et à partir de 2027 jusqu'à 2050 par 4. Vous voyez que... Elle est en croissance continue. Le transport par voie maritime des marchandises est le plus grand moyen de transport dans le monde entier. Et donc nécessairement, comme disait Archie tout à l'heure, là où il y a de l'activité, il y a des litiges. Il faut que ces litiges soient réglés de manière optimale et que tout le monde, tous les opérateurs, tout cet écosystème autour du transport maritime, quand on dit
transport maritime, il faut aussi ajouter automatiquement activité financière. Oui. Parce Oui. que nous sommes sur les deux. Oui, il y a des commerçants qui achètent par exemple en Chine ou en France, voire... Absolument. Mais ça va même plus loin. Oui. Parce qu'il faut voir que le golfe de Guinée est devenu l'un des secteurs les plus attractifs pour le domaine extractif. Pétrole, mine, gaz. Mais tout ça est transporté comment? Puisque qui transforme ces matières premières? 90%, voire 95% ne sont pas transformées sur le continent africain. Elles sont bien transportées. Ce n'est pas par avion ni par route. Les pétroliers, les navires, les rouliers. Donc, toutes les activités de pointe. En fait, regardez, tous les secteurs stratégiques de l'économie internationale ont un lien avec le maritime. Parce que lorsque vous devez transporter le pétrole, il faut bien financer. Il y a un bailleur de fonds qui a été mis en jeu pour l'activité, pour la construction d'une plateforme offshore. Et de là, il faudra bien transporter ce pétrole quelque part. Il y a des assurances. Donc, mettre en place un crédit documentaire. Exactement. Ah, les lettres de crédit, Les ces lettres fameuses lettres de absolument. crédit. Vous voyez bien que, Oui. en fait, le maritime est un secteur au carrefour de l'économie internationale. Mais quand vous évoquez le golfe de Guinée, ça signifie également que vous intégrez beaucoup de langues dans votre travail. Vous avez l'anglais, Oui. vous avez le portugais, vous avez le français. Enfin, ça fait quand même un certain nombre de langues et un certain nombre de juridictions également qui ne se parlent pas dans les mêmes langues. Comment on harmonise tout cela? Alors, déjà, je vais vous dire que l'OHADA a répondu à cette question, puisque l'OHADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a 4 langues officielles. Le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. vous les avez toutes Pour les pays francophones, ils sont connus. La partie anglophone, c'est les 2 régions anglophones du Cameroun. L'espagnol, c'est la Guinée équatoriale. Le portugais, c'est la Guinée-Bissau. L'Angola également. L'Angola n'est pas membre de l'OHADA, mais je voulais d'accord. dire déjà comment est-ce que dans un espace on peut utiliser les 4 langues. D'accord. Au-delà de cela, il faut dire que ce qui paraît être un inconvénient est un atout. L'anglais aujourd'hui, c'est la langue du commerce international. Donc quand vous avez l'anglais dans vos pratiques, ça veut dire que vous avez une ouverture sur le monde. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de pays francophones. Donc si vous parlez du golfe de Guinée, partez de Dakar jusqu'à Luanda, regardez le nombre de pays francophones que vous avez. Il y en a plus de 15. Ça veut dire également que vous avez une ouverture sur le contentieux de ces pays. Et si vous avez le portugais, on a vu la montée en puissance du Brésil. Donc ça veut dire que même avec le Brésil, vous pouvez travailler l'espagnol, l'Amérique latine, Les l'Espagne. pays des BRICS, Voilà. globalement. Oui. Donc, in fine, ce qui semble être un inconvénient, plutôt un atout, la vraie question étant la capacité à trouver des gens qui travaillent dans plusieurs ces langues. À titre personnel, quand j'ai voulu développer mon activité en arbitrage international, je me suis mis à l'anglais. Aujourd'hui, je suis dans des procédures d'arbitrage totalement en anglais. Donc, c'est aussi une question de marketing pour ceux qui veulent se développer. Et tant qu'on y est, Maître Akakpo, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser la logique jusqu'à faire que le commerçant qui est au grand marché de Lomé, qui ne parle ni le français ni l'anglais, puisse venir à la cour d'arbitrage et se faire assister dans sa langue, par exemple, s'il a un contentieux avec un Chinois ou un Américain? Le vrai problème pour ce type d'opérateur économique, ce n'est pas la langue, parce qu'on trouvera toujours l'occasion de communiquer ou de se faire représenter. Mais c'est le coût de l'arbitrage. Oui. C'est le coût de l'arbitrage. Oui. Il ne faut pas penser que tout est arbitrable non plus. Là, j'ai eu à recevoir un jour un client qui avait fait importer des ventilateurs de la Chine et pour les distribuer ici au Togo. Et il y a eu un certain nombre de vis de construction sur les appareils. Oui. Et on lui avait fait signer une clause d'arbitrage disant que en cas de litige, l'arbitrage se ferait en Chine et en langue chinoise. Vous voyez, le pauvre distributeur de ventilateurs togolais, pour aller faire un arbitrage en Chine et en langue chinoise, ça pose un certain nombre de problèmes. Et comment on s'en sort dans ce cas de figure-là? Alors, pour sortir de ce cas de figure, c'est là où je veux en venir, c'est que tout n'est pas arbitrable. Il ne faut pas mettre des clauses d'arbitrage dans n'importe quel contrat. Mais ça, c'est toute une formation.
Mais au-delà de cela, ce qu'il va dire, parce qu'on regarde ton exemple, c'est que l'arbitrage, c'est aussi une question d'opportunité. Opportunité en termes économiques, opportunité en termes juridiques. Moi, j'ai eu un autre cas de figure, le sien. Quelqu'un qui me demande d'assister dans la négociation d'un contrat et me dit le client a envoyé un projet de contrat où le droit applicable, c'est le droit chinois et le centre d'arbitrage, c'est un centre d'arbitrage en Chine. Je lui demande si un jour il y a un litige, tu peux accompagner ce client? Tu ne connais pas le droit chinois. Tu connais quoi la jurisprudence rendue dans ce centre d'arbitrage? Donc, ça revient à la question du choix à opérer au moment de l'élaboration du contrat. Mais pour revenir également à la question du client que vous avez, si c'est un contrat suffisamment important, mais que c'est une personne qui ne parle pas le français, comme ce fut le cas de l'un des grands hommes d'affaires burkinabés que je ne citerai pas, vous voyez de qui je parle, il avait bien des conseils qui choisissaient dans quelle langue faire le contrat pour lui. Le plus important est vraiment en amont de savoir quelle est l'envergure de l'opération. Si c'est une opération sur 3 millions, ce n'est pas la peine de mettre l'arbitrage parce que ça vous coûtera plus cher. Parce que ça aussi, c'est peut-être important à dire. L'arbitrage a un coût. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper en croyant que c'est simplement plus cher. Quand vous voulez un vêtement, vous avez le prêt-à-porter, vous avez du sur-mesure. Vous faites le choix qui vous sied en fonction de votre poche et en fonction du modèle que vous voulez. C'est pareil pour l'arbitrage et la justice étatique. Très bien. Parlons maintenant de votre association, parce que le SIAM, vous l'avez évoqué à plusieurs moments. Le SIAM, c'est le Centre international d'arbitrage et de médiation. C'est lui qui a créé l'association qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire l'AIDA, qui est... Non, c'est l'inverse. C'est l'AIDA qui a créé le SIAM. Autant pour moi. L'AIDA est une association internationale pour le développement de l'arbitrage en Afrique. C'est une association créée par divers membres fondateurs qui viennent de tous les horizons. Donc voici deux. Achille est camerounais, nous avons ivoirien, français, suisse, nous avons béninois, nous avons j'en oublie, mais nous sommes un certain nombre. Sénégalais, on est un nombre important, venant de diverses professions, avocats, magistrats, enseignants, opérateurs économiques, banquiers, etc. C'est vrai que j'en avais pas entendu parler jusque-là, mais je suis content de découvrir et j'aimerais bien que nos téléspectateurs qui suivent l'émission puissent s'imprégner de cela et comprendre que par moment, ils peuvent s'adresser à des spécialistes comme vous, parce qu'aujourd'hui, il est clair que le climat des affaires au Togo a été assaini et que de plus en plus de personnes s'intéressent à la pratique des affaires au Togo, mais beaucoup d'opérateurs également ne savent pas toujours comment s'y prendre sur le plan du droit pour être suffisamment sécurisés dans leurs transactions. Alors, nous avons créé le centre, nous avons créé cette association et cette association a mis en place ce centre qui est un centre, c'est vrai, on parle d'arbitrage spécialisé, maritime et financier, mais ce que nous devons ajouter, c'est que nous faisons tous les types d'arbitrage, commercial, investissement, et donc ce qui est disponible, c'est ce centre-là qui fait aussi de la médiation, arbitrage et médiation, et c'est pour aider les opérateurs économiques à régler plus rapidement leurs litiges. C'est vrai, l'arbitrage a un coût, mais on gagne beaucoup en temps. Et quel est le profil des personnes qui peuvent s'adresser, saisir le SIAM? Tout contrat d'affaires. Quel que soit le volume, même à 1 million de francs CFA, vous pouvez venir voir le SIAM. On peut aider, même à 1 million de francs, on peut aider. La vraie question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est apprécié par rapport à l'opportunité. Et un rapport coût. Si vous faites un arbitrage à 1 million, vous payez vos conseils combien? C'est ça l'enjeu. Et qu'il faut regarder. Mais pour revenir... je veux dire, au-delà du volume des affaires, si par exemple, on a besoin d'être sécurisé au moment de signer son contrat et comprendre comment ça se passe, avoir un conseil. J'en venais justement. Le SIAM a, au-delà sur le contentieux, a une partie amont et une partie aval. L'aval, ça va être le règlement, l'amont, ça va être la formation. De manière périodique, le SIAM organise des formations, mais le SIAM également peut organiser des formations à la carte. Si New World TV, dans une perspective de développement international, souhaite avoir un éclairage sur certains aspects
juridique des opérations internationales, on peut lui faire une offre de formation adaptée à ses activités de manière spécifique. Donc, il faut bien comprendre d'ailleurs, et vous savez bien, prévenir vaut mieux que guérir. Et dans la prévention... Un bon procès, c'est un procès qui n'a pas lieu. J'ai cru entendre par Tout à fait. Oui. Dans la prévention, le SIAM organise des formations de manière périodique. Le catalogue sera mis à votre disposition dès qu'on l'aura achevé. Mais la chose importante, c'est de savoir que le SIAM ne se contente pas que de régler différents, organise des formations sur différentes thématiques et est également disponible pour faire des formations à la carte, à la demande. Et est-ce que des personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens peuvent s'adresser à vous? Comme souvent, on a des avocats commis d'office. Est-ce que vous avez une pratique comme celle-là ou comparable dans votre secteur? Disons que nous avons un règlement d'arbitrage et de médiation d'ailleurs au SIAM qui prévoit la saisine du centre à partir d'un certain montant litigieux. Oui. Voyez? Mais comme disait Achille tout à l'heure, on a des formations à laquelle tout le monde peut participer. C'est gratuit? Non, les formations ne sont pas... Il y en a qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Il y a des formations gratuites et des formations payantes. Mais il y a beaucoup de formations qui sont gratuites et là où on peut venir apprendre beaucoup de choses. Et à cette occasion, les participants peuvent décider s'il faut soumettre un litige dans un centre d'arbitrage ou s'il faut plutôt tenter un règlement amiable, aller plutôt devant les tribunaux de commerce, etc. etc. Vous voyez? Donc, pour répondre précisément à votre question, oui, le SIAM organise des formations et à ce titre-là, il y a des possibilités de participer à titre gratuit ou à titre payant. Nous avons épuisé notre temps de parole, mais j'aimerais que vous ayez chacun un temps de parole pour conclure l'échange que nous avons eu, à commencer par vous, Maître Akakpo. Merci beaucoup à New World de nous recevoir et de nous donner cette opportunité de venir présenter l'événement que nous organisons à partir de demain, les Power of Law, un événement inédit qui se veut annuel et où nous avons l'ambition de réunir les acteurs du monde maritime et judiciaire et financier, et les opérateurs économiques qui ont pour habitude de faire face à des litiges et qui cherchent des solutions pour régler les litiges de la meilleure manière possible, c'est-à-dire avec des arbitres compétents et avec une écoute aussi du secteur public et qui met en place un environnement juridique sain, efficace et constitue un partenaire. Alors, moi, mon mot de conclusion, c'est avec le nom de votre télé, New World, New Business, New Way to Settle Dispute. New World, nouveau monde, nouveau contentieux, nouvelle manière de les résoudre. Le SIAM a cette ambition, c'est de se positionner comme le principal partenaire dorénavant pour sécuriser l'environnement des affaires maritimes et financières par un règlement prévisible, maîtrisé, efficace et performant. Merci beaucoup, Dr Gwanza. Merci, Maître Akakpo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et rendez-vous. Restez surtout en compagnie des programmes de New World. Je reste également en votre compagnie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.